citation africaine nous dit ceci: l'avenir du pays d'un continent dépend de jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est par la jeunesse. C'est par cette sagesse africaine que nous commençons cette émission Panorama de la culture. Mesdames, messieurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler jeunesse, nous allons parler de la jeunesse. Et pour ce faire, je suis avec un invité, une personne qui va réfléchir ensemble avec moi, bien sûr, sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Jiré Bokwa Boloy. Il est coordonnateur national du Centre d'action de jeunes en République démocratique du Congo. Monsieur Jiré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Utilisez votre micro pour que... Ok, bonjour. Voilà, vous allez bien, la santé, ça va, la famille, ça va? Oui, je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans cette émission Panorama de la culture pour parler de la question qui concerne la jeunesse de notre pays. Et particulièrement, donc, nous avons un thème particulier pour aujourd'hui. Il s'agit de la prise en charge des enfants de la rue en cette période de pandémie due à la Covid-19. Vous savez que notre pays, comme plusieurs pays du monde, est frappé par la maladie du Covid-19. C'est pourquoi nous avons voulu réfléchir autour de ce sujet concernant les enfants de la rue que nous appelons ici à Kinshasa les Chégués communément. Oui. Ma première question, monsieur Jiré, est de savoir, pour vous en tout cas, pourquoi tant d'enfants de la rue à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, bien qu'on peut aller même sur l'ensemble du pays? D'accord, merci beaucoup pour la question. C'est comme vous avez dit que je suis coordonnateur national de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui régit plutôt le Centre d'action de jeunes. Alors, l'initiative a été c'est en fait une initiative qui vient plutôt du forum qui a été organisé en 2018 par la Conférence des Nations Unies. Notre rôle, c'était en fait de placer un espace pour les jeunes afin que ces jeunes puissent contribuer à l'économie nationale, à l'avancement des projets de développement durable. Alors, la question qui se relie par rapport aux Chégués au niveau dans la ville de Kinshasa, si on doit regarder l'aspect scientifique, ces Chégués, en fait, ils se sont adonnés plutôt à des activités illicites et dangereuses. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas en fait des repères constructeurs, tels que leurs parents, qui n'ont pas en fait rempli les différents rôles, qui fait en sorte que ces Chégués deviennent sans voix, ils deviennent plutôt des enfants de la rue, qui se permettent à racketter des personnes honnêtes, des citoyennes sur les rues pour permettre à ce qu'ils puissent trouver de quoi manger. Alors c'est en fait le problème des repères constructeurs qui sont leurs parents, qui sont en fait leur modèle, afin de pouvoir le conduire à une bonne instruction, une bonne éducation pour leur futur. En fait. D'accord, si je vous comprends bien, pour vous, s'il y a beaucoup d'enfants de la rue, beaucoup d'enfants de la rue à Kinshasa, c'est parce que les parents ne jouent pas convenablement leur rôle pour ces enfants-là. Mais ce phénomène d'enfants de la rue existe depuis plusieurs années maintenant dans notre pays. Mais on sent comme si l'État, qui devait avoir la même mise sur tout ça, c'est comme s'il n'agit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ce que je pense, c'est qu'il y a une part de responsabilité pour notre gouvernement. Le gouvernement doit en fait mettre en place les différents mécanismes pour aider ces personnes vulnérables, comme ces Chégués. Ils se disent vulnérables parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se prendre en charge. Alors, le rôle du gouvernement, c'est plutôt de les encadrer et de les instruire de façon informelle ou bien de façon formelle, afin qu'ils puissent essayer de découvrir les différents potentiels qu'ils ont pour bien gérer leur propre vie. Alors, le gouvernement doit jouer ce grand rôle d'encadrer ces jeunes et essayer de leur intégrer dans la société. Parce que parfois, ces jeunes se disent qu'ils ne font pas partie des personnes normales. Elles se sentent plutôt délaissées. Alors, le gouvernement doit jouer ce rôle d'encadrer ces jeunes et les orienter vers les voies qui les permettent à trouver gain de cause pour leur vie et leur projet futur. Ouais. Voilà, le gouvernement doit jouer son rôle.
Mais aujourd'hui, pour revenir vraiment dans notre sujet qui parle de la prise en charge des enfants de la rue dans cette période de pandémie sanitaire, le pays est frappé par la Covid-19. Mais on n'a pas vu l'État prendre des mécanismes pour la prise en charge de ces enfants-là. Apparemment, ils sont laissés à leur propre et triste sort. L'État congolais n'a pas créé, n'a pas imaginé des mécanismes pour prendre en charge ces enfants-là, parce qu'ils peuvent aussi être des agents qui pourront faciliter la propagation de ce virus. Oui, bon, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai, en fait, l'État congolais reçoit plusieurs fonds, mais malheureusement, on n'a pas en fait toute une structure qui gère en fait ces fonds pour le compte de la jeunesse aussi. Aujourd'hui, nous voyons l'éducation primaire et l'éducation secondaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui restent à la maison, qui n'ont même plus accès à l'éducation en ligne parce que il n'y a pas en fait les différents moyens adéquats pour atteindre ces enfants qui sont à la maison. Et parfois, vous verrez que même la façon de s'exprimer, même la façon de penser, il y aura vraiment un taux qui sera réduit parce que l'accessibilité n'est pas vraiment palpable. Alors, le gouvernement se focalise plutôt à gérer en fait les différentes mesures préventives pour faire barrière contre ce fléau de coronavirus. Mais les jeunes sont délaissés parce que le gouvernement en fait ne met pas directement l'accent sur la jeunesse. Ils mettent plutôt l'accent sur les différentes mesures préventives au niveau du ministère de la Santé, qui sont gérées plus par les vieux. Mais parfois, pour les jeunes, les parents n'arrivent pas vraiment à contrôler ces jeunes qui se permettent de sortir tous les jours, qui se permettent de sortir à pouvoir trouver de quoi manger. Bien que nous ayons un ministère qui s'occupe de la jeunesse. Tout à fait. Alors, le gouvernement, nous devons en fait se plaindre de ce que le gouvernement est en train de faire, parce qu'il n'y a pas en fait un changement radical, un changement constructif par rapport à ces jeunes personnes qui passent leur temps à racketter ou bien à quémander les personnes dans les rues. Alors, le gouvernement, si il pouvait encadrer, trouver des mesures pour encadrer ces jeunes à être plus instruits et à se permettre, à leur permettre afin de développer les différentes capacités qu'ils ont pour produire en fait de la valeur dans leur communauté, ce serait plutôt un grand effort à réaliser dans ce pays ici, parce que notre pays est tellement vaste et que le gouvernement a un grand rôle à jouer dans la jeunesse congolaise. Ok, le gouvernement a un très grand rôle à jouer, mais vous qui avez aussi vécu dans plusieurs pays, j'aimerais bien que vous puissiez partager un peu votre expérience. Comment est-ce que sous d'autres cieux, ils s'y prennent pour suivre les cas des enfants qui sont abandonnés, qui sont dans des situations sociales défavorables? Comment est-ce que ça se passe dans d'autres pays pour que peut-être ceux qui nous suivent, les dirigeants qui nous suivent, qui vous suivent aujourd'hui, ils peuvent vous écouter et essayer de tirer quelque chose de positif dans ce que vous allez dire? D'accord, merci. Alors, quand je vois mon expérience en tant qu'entrepreneur social, alors je me suis rendu compte que très souvent la partie jeunesse, parce qu'on doit se le dire, près de 60% de la population mondiale est plutôt composée des jeunes. Alors en Afrique déjà, quand nous voyons déjà 2030, on se dit déjà que chaque année il y a près de 30 millions de jeunes qui se lancent au marché de l'emploi. Et dans certains pays, vous voyez que leurs ministères sont bien structurés parce qu'ils essayent d'accompagner ces jeunes. Et ces jeunes, leur rêve parfois c'est plutôt de travailler pour l'État. Mais tandis que dans notre pays, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la passion pour travailler pour la chose publique, les jeunes ne donnent pas trop de crédit à cause des différentes antivaleurs qui sont en train plutôt de battre plein dans notre pays. Et ça révolte. Et quand vous voyez en fait des jeunes qui finissent leurs études et qui ne savent pas comment entreprendre, c'est un problème pour l'État. Parce que l'État se dit que chaque année, il y a un nombre de jeunes qui ont décroché leur diplôme, mais ce nombre n'arrive pas en fait à décrocher des bons travails stables. Et l'État doit en fait s'inquiéter, il doit trouver des mesures qui peuvent en fait accompagner ces jeunes à pouvoir s'épanouir professionnellement et mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et c'est de là que moi, en tant que jeune,
ok, j'ai dû rédiger un projet qui s'appelle Milestone Institute. C'est en fait un projet d'établir dans notre centre d'action des jeunes, d'établir plutôt le centre de l'éducation à l'entrepreneuriat, qui permet en fait à des jeunes, ok, qui ont déjà étudié ou bien qui sont en train encore d'étudier, de découvrir en fait les différentes compétences qu'ils ont et comment ils peuvent en fait tourner ces compétences en des valeurs pour leur société et comment créer leur entreprise. Parce que on parle tous les jours de l'entrepreneuriat, mais parfois le contexte n'est pas bien compris. En une seule définition, en fait, l'entrepreneuriat, c'est en fait mettre juste sur pied un projet pour lequel vous vous sentez bien dans ce projet. Donc mettre sur pied un projet qui donne un sens à soi. Je m'explique. L'action juste d'organiser ou bien de réaliser une activité qui génère des revenus et aussi qui te permet de prendre des risques financiers à long terme ou bien à court terme. Alors, cette façon de réfléchir, lorsque les jeunes s'imprègnent de cette philosophie ou bien de cette logique de s'organiser et de créer une activité génératrice, cela va permettre à ce que le gouvernement puisse orienter, puisse faciliter plutôt les différentes créations d'entreprises. Nous voyons la PME et cela va contribuer rapidement au marché de l'emploi et va contribuer rapidement à l'économie nationale. Alors c'est une chose qui n'est pas vraiment fréquente ici, qui n'est pas courante dans ce pays. Alors dans notre centre d'action de jeunes, nous sommes en train de prôner pour à ce que le ministère de la Jeunesse et le ministère de PME puissent accompagner les jeunes à pouvoir apprendre, à pouvoir découvrir l'éducation à l'entrepreneuriat, qui vont leur orienter à la création des entreprises selon les capacités que ces jeunes ont. Et cela va facilement changer en fait le système de travail au niveau de notre pays. Donc le fléau, c'est vraiment un grand challenge. Ok. Ouais. Si je vous comprends trop bien, l'État congolais doit tout simplement changer son approche, sa manière de faire, sa manière de monter les stratégies pour que ça soit plus accepté par la population du pays, particulièrement les jeunes qui sont majoritaires dans notre pays. Mais revenons un tout petit peu, parce que là, vous nous avez donné votre expérience que vous avez acquise de partout où vous êtes passé. La RDC est frappée par la Covid-19. Oui. Parmi les mesures qui ont été prises par les autorités tant politiques et sanitaires pour essayer de contenir cette maladie, il y a eu le confinement de la commune de la Gombe, qui jusqu'à aujourd'hui est toujours confinée. On a confiné la commune, mais les enfants de la rue dont nous parlons aujourd'hui dans cette émission ont quitté Gombe pour les communes voisines de la Gombe, sans pour autant passer par les tests de dépistage. Mais ces enfants-là peuvent aussi être porteurs du virus et les transmettre partout où ils sont en train de passer et de marcher. N'est-ce pas une certaine négligence de la part des autorités qui n'ont pas veillé à cet aspect des choses et qui peut aussi être une raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui doutent encore de l'existence de cette maladie? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce que vous pouvez réfléchir par rapport à ça? D'accord. Mon expression, d'abord, c'est en fait un sentiment très négatif, un sentiment qui fait mal en fait de voir combien ces jeunes potentiels peuvent être délaissés de cette façon-là. Ce que nous pouvons faire, c'est juste de continuer à crier sur les différentes institutions, les institutions qui sont capables à pouvoir calmer cette situation. Alors, ces institutions-là, nous avons par exemple le ministère de la Santé, avec les stratégies de contrer, de faire barrière sur ce Covid. Ils doivent aussi mettre en place des mécanismes pour essayer de dépister ces enfants, parce que parfois on se dit que non, les enfants ne sont pas vraiment susceptibles à être positifs, à être testés positifs. On se dit plutôt que ce sont les grandes personnes, mais c'est faux. Parce que nous n'avons pas encore des bonnes expériences ou bien des résultats qui prouvent scientifiquement que les enfants ne peuvent pas être atteints du Covid. Non. Le ministère doit jouer un grand rôle à pouvoir sonder, faire un bon sondage sur toute l'étendue de Kinshasa, parce que c'est pas seulement Gombe. Nous avons des Chégués au niveau de Victoire, de Kassavubu, mais ces enfants vivent dans la rue.
Et parfois, les gestes barrières, la propreté, parfois ils tiennent pas compte de cela, de se laver fréquemment les mains, de pouvoir se protéger contre cela, garder la distance. En fait, personne ne respecte cela. Alors, si le ministère de la Santé, avec le ministère des Affaires sociales et avec le ministère de la Jeunesse, ensemble, ils peuvent créer des mécanismes pour atteindre ces jeunes, et ces jeunes peuvent être écartés de ces fléaux-là. C'est possible. Alors, le gouvernement doit vraiment, réellement sensibiliser leurs partenaires à pouvoir mettre en place les différents mécanismes de faire barrière à ces fléaux qui peuvent aussi tuer ces jeunes. Parce que notre pays dépend de jeunes. Alors, si la jeunesse est délaissée, vraiment, notre pays sera très chaotique. Voilà, maintenant la balle est du côté du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Jeunesse, de se mettre ensemble pour essayer de voir les cas des enfants de la rue, parce que ce sont des citoyens de la République démocratique du Congo, les gens avec qui nous pouvons compter dans l'avenir, les gens qui pourront aussi faire de choses grands pour notre pays qui est la République démocratique du Congo. Mais monsieur Jiré Boloy, évoluons dans cette émission. À part aux côtés du gouvernement, il y a les ASBEL, il y a les organisations non gouvernementales qui, pour la plupart, militent aussi pour la bonne prise en charge de jeunes, pour les meilleures conditions de vie de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Mais on a comme l'impression que même ces associations-là, même ces ONG-là, leur impact sur la société, sur les jeunes, n'est pas tellement visible. Vous qui êtes dans ces secteurs-là, comment vous justifiez cela? D'accord, merci beaucoup pour la question. En fait, comment je justifie ces secteurs-là? Comment ça se passe? Vous justifiez le fait que l'impact des ONG ne soit pas aussi visible que ça? Voilà, c'est parce que parlant des ONG, par exemple notre ASBEL, le Centre d'action de jeunes, alors nous avons d'abord une vision. Ok, l'impact se repose plutôt à partir de la vision que l'ONG ou bien l'ASBEL a. La vision, que dit cette vision? La vision, en fait, c'est en fait ces canals-là, c'est en fait comme ce soubassement que nous avons, ou ce guide qui nous permet en fait de pouvoir marcher sur des calendriers ou bien des cahiers de charges où nous disons que nous devons atteindre par exemple un point X ou bien Y, mais impacter la communauté afin que cette communauté bénéficie des différents produits que nous mettons en place. Alors, c'est en fonction de ces objectifs que nous permettons de mettre en place que nous allons atteindre notre population, et l'impact sera aussi significatif. Mais parfois, l'État congolais n'accompagne pas ces ASBEL à pouvoir travailler comme il se doit. Je m'explique. Nous voulons par exemple assainir certains travaux dans la ville de Kinshasa ou bien dans la commune de Bandalungwa. Alors, lorsque nous proposons ces projets, parfois l'État se permet de prendre le projet et le transformer à une autre dimension du projet ou bien une autre version, de pouvoir profiter de ce projet et se faire de l'argent. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous, jeunes, nous proposons très souvent, nous travaillons en collaboration avec les chefs de quartier, avec les communes, afin de pouvoir localiser les différents jeunes qui sont sans emploi et qui n'ont pas la possibilité d'étudier, à pouvoir intégrer en fait la société congolaise et de pouvoir participer à l'économie nationale. Mais très souvent, lorsque nous proposons ces différents projets, l'implémentation de ces projets ne sont pas 100% visibles parce que l'État n'accompagne pas complètement les porteurs de ces projets. C'est en fait parfois ces défis que nous rencontrons lorsque nous voulons implémenter des grands projets dans la ville de Kinshasa. Alors l'État, s'il pouvait être sensible d'accompagner des projets innovateurs, des projets vraiment fructueux, ça serait vraiment un grand pas pour les impacts positifs dans la ville de Kinshasa à travers ces ONG. D'accord. Si je vous ai bien saisi, l'impact des ONG ou des ASBEL, si ce n'est pas tellement visible dans notre pays, c'est parce que l'État aussi n'accompagne pas ces organisations, alors que leur travail devait être un travail de synergie. Voilà. Nous évoluons dans cette émission. Est-ce que vous avez un schéma particulier, avant de parler de votre structure? Vous avez un schéma particulier que vous pouvez proposer à ce responsable d'ONG, à ce responsable d'ASBEL qui vous suit, pour leur permettre
de faire beaucoup plus de visibilité de leurs actions. Un schéma un peu facile pour qu'ils puissent être plus présents sur le terrain. D'accord. Merci. Oui, dans notre centre d'action de jeunes, nous avons en fait un schéma particulier. Chaque année, nous avons des objectifs à atteindre. Cette année, nous ne nous attendions pas, personne ne s'attendait au problème de Covid, de ce fléau qui est en train de battre son plein. Alors, le schéma que nous sommes en train de mettre en place, que nous proposons, c'est de travailler en collaboration avec les différents partenaires qui œuvrent dans le secteur de développement et dans le secteur de commerce. Parce que notre centre d'action de jeunes se focalise plutôt sur les objectifs des Nations Unies. Nous avons au moins 17 objectifs des développements durables des Nations Unies. Nous travaillons particulièrement sur le développement et le commerce. Et dans le développement, nous avons l'éducation et nous avons aussi la pauvreté. Nous voulons en fait éradiquer la pauvreté pour créer un moteur qui génère plus d'entrées dans le sens atteindre un certain nombre de personnes qui ne sont pas alphabètes et essayer en fait de leur permettre à pouvoir être utiles dans la société. Alors ces secteurs-là de développement, c'est un projet que nous avons mis en place, toujours dans le projet de Milestone, c'est un des projets qui vient de notre centre d'action de jeunes, qui permet à ce que de pouvoir atteindre les différents organes d'éducation ou bien les différents écoles qui œuvrent déjà dans l'éducation. Nous les proposons les différents sujets, des sujets de leçons qui peuvent intégrer dans les différents cours que ces écoles, en fait, que ces enseignants très souvent donnent comme leçons. Alors, on les présente les différents plans d'action qui peuvent aider en fait ces élèves qui n'ont pas facilement accès à l'éducation. Et ces différents plans d'action aident en fait ces écoles partenaires à pouvoir augmenter plus d'accessibilité à l'éducation et puis à l'orientation professionnelle et puis aussi au métier pour les jeunes enfants de la rue. D'accord. Ouais. Je vous ai présenté tout au début de cette émission comme étant le coordonnateur national du Centre d'action des jeunes ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. C'est vrai que vous avez épinglé quelques schémas, quelques objectifs de votre structure, mais j'aimerais qu'en peu de mots, que vous puissiez dire à ceux-là qui vous suivent quel est le travail du Centre national d'action des jeunes, qu'est-ce que ça fait et ça existe pourquoi. En peu de mots avant de passer à autre chose parce que on s'achemine petit à petit vers la fin. D'accord, merci beaucoup. Le Centre d'action de jeunes, c'est juste une initiative, une initiative qui a été prise lors du forum, le forum international de l'investissement au niveau de Genève, de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le but, c'est en fait de relier, de créer cet espace où les jeunes qui se sentent délaissés scientifiquement parlant ou bien professionnellement, qui ont des idées mais qui ne trouvent pas des opportunités à pouvoir exposer, à pouvoir parler de ces idées qui peuvent contribuer à l'avancement de développement durable dans notre pays. Alors, ce centre d'action de jeunes, nous mettons en place juste des actions, nous organisons et nous créons des activités qui permettent aux jeunes à pouvoir exposer les différentes idées entrepreneuriales et les mettre en contact avec les différents partenaires qui travaillent dans l'investissement ou bien dans le secteur de commerce à pouvoir avancer dans ces secteurs-là précis. Alors, notre rôle, nous sommes juste l'interface. Nous sommes plutôt l'interface. Nous travaillons avec l'État. Nous travaillons en collaboration avec l'État et nous travaillons aussi en collaboration avec les privés. Nous mettons les différentes propositions des jeunes qui sont ambitieux, qui travaillent par exemple dans un secteur bien précis. Nous les mettons en contact avec l'État en fonction de différentes idées d'innovation qu'ils veulent mettre en place pour réaliser des projets à caractère public ou bien à caractère privé. D'accord. S'il y a un jeune qui vous suit maintenant, qui a un projet, un grand projet et qui aimerait bien faire connaître son projet, il peut toutefois nous contacter et à part nous allons faciliter le chemin vers le centre d'action de jeunes. Tout à fait. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Vous avez aussi dans votre structure mis sur pied une plateforme TECAR. Oui. J'aimerais aussi que vous nous parlez de cette plateforme, mais avant cela, je demande à la réalisation de nous mettre cette vidéo d'1 minute où vous expliquez
ce que c'est la plateforme Tekar, ce que vous faites, mais on va revenir pour que vous puissiez encore expliciter davantage parce qu'il y a certaines choses que vous avez certainement pas dites sur la vidéo. On suit et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Bonjour, mon nom c'est Jiré Boloy, fondateur et président de la structure Tekar. Tekar est une plateforme en ligne, une plateforme de vente des services, d'outils et d'œuvres d'art. Nous proposons un réseautage permanent aux amateurs d'art afin d'acheter et aux artistes d'exposer et de vendre leurs œuvres d'art. Notre site web est www.tekar-africa.com. Alors, comment ça marche avec la plateforme Tekar ? Nous avons un service client en ligne avec lequel vous allez en train d'interagir, de communiquer. Il va vous aider de l'œuvre affichée jusqu'au service que vous souhaitez. Comment acheter sur notre plateforme Tekar ? Alors, c'est facile. Nous vous proposons deux options. La première option, vous cliquez sur notre plateforme qui est le www.tekar-africa.com. Vous sélectionnez le produit ou les services que vous souhaitez et vous souscrivez en ligne. Les minutes qui suivent, nous avons un service client qui va vous répondre et qui va vous proposer les modalités de paiement. Vous appréciez votre art ? Alors souscrivez deux modalités de paiement. Voilà, c'était la vidéo, si je peux l'appeler, la vidéo d'annonce, ou bien la vidéo qui explique comment est-ce que la plateforme Tekar fonctionne. Nous sommes ici sur ce plateau de Panorama de la Culture avec Monsieur Jiré Boloy, coordonnateur du Centre National d'Action de Jeunes, lui aussi qui parraine cette plateforme Tekar. Dites-nous, la plateforme Tekar, vous proposez les œuvres des artistes, mais comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous faites réellement dans cette plateforme? D'accord, merci. Voilà, Tekar, c'est en fait un projet un projet plutôt du Centre d'Action de Jeunes. C'est comme nous disons, nous propulsons en fait les différents jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat. Alors, Tekar, c'est une plateforme en ligne qui propose en fait un réseautage permanent aux amateurs d'art et aux artistes d'exposer et de vendre leurs œuvres d'art. Nous nous sommes rendus compte en RDC que le secteur de l'art, c'est un secteur qui est vraiment informel, surtout la vente des œuvres d'art est vraiment très informelle et nous voulons plutôt booster ce secteur par la jeunesse. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs étudiants de l'Académie de Beaux-Arts ou bien les étudiants qui travaillent, en fait, qui œuvrent dans l'artisanat ou bien d'autres œuvres d'art, parce que parfois ils n'ont pas l'occasion, n'ont pas cette opportunité d'exposer leurs œuvres. Alors, ce que nous faisons, nous avons créé cette plateforme en ligne. Lorsque quelqu'un a besoin par exemple de son œuvre d'art, à partir de chez lui à la maison, il peut juste commander en ligne et puis nous allons recevoir sa commande et nous allons mettre en contact cette commande avec le client. Et le client, il peut être le client, il peut être n'importe qui, au niveau de l'Afrique, parce que Tekar, ça couvre en fait toute l'Afrique, mais c'est plutôt des œuvres purement congolaises. Mais comment vous faites pour sélectionner les œuvres ou encore les artistes? Et alors, c'est seulement pour les œuvres d'art plastique Non, c'est en fait toute une diversité. Tout ce qui a trait à l'art, les services d'art, par exemple la peinture, la décoration, les livraisons de fleurs, par exemple, les œuvres artificielles ou bien naturelles, ou bien les services de photos minutes. Par exemple, quelqu'un a besoin de ses photos passeport à domicile. Alors, il a juste besoin de cliquer sur le site internet tekar-africa.com et il passe sa commande et nous allons lui mettre directement en contact avec la personne chargée dans cette catégorie-là. Alors l'idée innovante est que tous ces étudiants-là, n'ont pas besoin de finir leurs études à pouvoir vendre ces œuvres d'art. Déjà, ces jeunes étudiants, ce que nous faisons, le réseau que nous avons créé avec Tekar, nous les contactons. Lorsqu'ils réalisent par exemple des œuvres, nous exposons cela sur notre site pour permettre à promouvoir les œuvres qu'ils sont en train de réaliser ici en RDC. Et cela en fait va permettre à ce que les ventes aux enchères ou bien les différents forums internationaux peuvent facilement prendre crédit dans notre pays et ramener en fait l'investissement dans le secteur de l'art en RDC. D'accord. Pour finir avec vous, qu'est-ce que signifie Tekar? D'accord, merci. Tekar veut dire vendre de l'art. Donc c'est juste un mot plutôt combiné en lingala qui veut dire Tekar, vendre de l'art. Donc exposer ce que vous connaissez dans l'art.
simplement cela. D'accord. Monsieur Jiré-Boloy, on a fini. Avez-vous un dernier message à lancer aux gens qui vous ont suivi aujourd'hui? D'accord. Il y a un adage qui dit où il y a de la volonté, il y a le chemin. Alors, vous, en tant que jeune, parfois vous vous dites que vous êtes délaissé, vous n'êtes pas prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est juste l'état d'esprit que vous avez. Cet état d'esprit peut se transformer en une idée, et cette idée peut se transformer en une valeur qui peut être vraiment significatif pour votre communauté. Alors, ne désespérez pas, mettez tout en place comme idée et essayez de vous démarquer. Le Covid, ça passera, mais l'entrepreneuriat restera toujours. Merci. D'accord, je pense que c'est pour la première fois, mais pas pour la dernière fois. On vous aura peut-être dans le prochain numéro de cette émission pour parler de l'entrepreneuriat et de bien d'autres sujets qui vous passionnent. Pourquoi pas aussi de l'entrepreneuriat social, parce que c'est dans ce domaine-là que vous êtes comme un poisson dans l'eau. D'accord. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Panorama de la culture. Mais je ne veux pas clôturer cette émission sans pour autant remercier une personne qui nous a beaucoup aidé. Là, je pense à Monsieur Junior Milembolo, depuis quelque part là où il nous suit. Merci à toute la grande équipe de Panorama de la culture. Blanchard Zola, Patrick Komba, Alpha Kandolo, Junior Kandolo, Orly Kaz, Abel Kassongo, Générose Essengo. Ça, c'est la grande famille technique de BSC-TV. Pour finir en beauté cette émission, mesdames, messieurs, notez ceci, surtout vous les jeunes qui nous suivez. Les jeunes, conjuguons nos efforts physiques et moraux afin d'accomplir notre devoir des générations. C'est une citation de Boucar Boiré, un penseur africain. C'est avec ces belles phrases que je clôture cette émission pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir.